Donc, voilà, une page égale une langue. Si vous avez effectivement la volonté de mettre plusieurs langues sur une même page, vous allez devoir créer soit des pages avec un /en pour la partie anglaise, /es pour la partie espagnole, /de pour la partie allemande, ou de rajouter des paramètres dans l'URL pour bien indiquer au moteur le contenu de votre page. Mais ne créez surtout pas des pages avec la moitié du texte en français et sa traduction en anglais juste en dessous. Ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Et dernière notion, c'est qu'une page doit, comme je vous l'ai dit, contenir un contenu unique et donc ne doit pas faire de la duplication sur son propre contenu. Voilà, ça c'est vraiment des notions fondamentales qu'il faut comprendre avant toute chose sur le contenu. Ensuite, très rapidement, il est très intéressant de se voir que le contenu, c'est bien pour le référencement, c'est une très bonne chose, mais avant tout, ça sert aussi pour vos visiteurs. Ça sert à montrer qu'effectivement, vous êtes une entreprise sérieuse, parce que vous allez effectivement pouvoir expliquer tous les concepts de votre métier, de vos produits, vous allez pouvoir expliquer en détail, vous allez peut-être pouvoir faire des tutoriels ou des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont très appréciables. Les visiteurs aiment beaucoup comprendre le produit, voir, lire des commentaires, lire des explications, parce que souvent effectivement acheter sur internet ça peut faire peur, et donc c'est vrai qu'une entreprise qui va nous rassurer sur ses produits, sur la qualité de ses produits, sur la fabrication, sur tout un ensemble de choses, même si on ne les lit pas ou même si on ne les comprend pas, ça peut effectivement rassurer son utilisateur. À titre d'exemple, voilà ce que je présente souvent, c'est que au même prix entre deux vidéoprojecteurs qui, donc là où le prix ne serait pas un problème, lequel achèteriez-vous? Soit un où effectivement vous n'avez aucune description, où c'est juste marqué LED 86 vidéoprojecteur, et le deuxième où là vous allez avoir toutes les informations du vidéoprojecteur sur, effectivement, il est alimenté par LED, par LCD, il est vidéo, il est HD, il est sa résolution maximale. Voilà. C'est juste un exemple très rapide. À gauche, vous allez à gauche du vidéoprojecteur, donc du vidéoprojecteur du bas, vous allez avoir des photos. Des photos, le dessus, le dessous, l'arrière avec la connectique, des mises en situation pour qu'on se rende compte un peu de sa taille ou des choses comme ça. Ça fait partie de ce que j'appelle moi un bon contenu. C'est-à-dire effectivement quelque chose qui va faire vivre la page, qui va donner envie de la lire, et qui surtout effectivement va me rassurer sur le dessus, le dessous. Voilà. Moi, si je me demande si le projecteur du dessus a une connectique qui va me permettre de brancher de l'HDMI ou du VGA ou des choses comme ça, je ne sais pas. Alors que celui d'en bas, non seulement c'est marqué, mais en plus si j'ai une photo de l'arrière, je vais pouvoir le vérifier par moi-même. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant, tant au niveau du visiteur que du moteur de recherche qui lui pourra lire tout votre contenu et voir que vous avez écrit beaucoup de choses avec tout le, avec toutes les descriptions et tout le champ lexical qui va être autour du produit, donc qui va rassurer le moteur de recherche également. Le titre est très long, ça je vous l'accorde, un commentaire de Yena sur la longueur du titre. Là en l'occurrence c'est un titre de page produit. C'est effectivement un peu long, mais bon, c'est vrai que sur Amazon, les gens ont l'habitude de créer des titres assez longs. À ce niveau-là, c'est pas forcément très dérangeant. Dans l'optique où je vais avoir plusieurs produits, ça va me permettre de différencier les produits les uns des autres. Il faudrait pas que ce titre-là soit dans le title de la page, donc ce qui va être tout en haut de la page, ou que tous mes produits soient sur ce modèle-là. Effectivement, premièrement, ça risque d'être long pour vous à écrire, et deuxièmement c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu long, voilà, à lire pour vos utilisateurs. Mais là c'est vraiment un exemple, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu ce qui est ce que j'appelle un bon contenu, ou un contenu vraiment qui va manquer. Donc ça, au niveau de vos utilisateurs, ça peut beaucoup les rassurer. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moteur de recherche ne voit pas votre site. Quand vous vous connectez à un site internet, il y a des éléments graphiques qui vont se charger, il y
Il y a des slides, il y a des images, il y a des tableaux, il y a des vidéos, il y a des animations flash, il y a plein de choses qui vont pouvoir se charger que le moteur ne voit pas, que le moteur ne peut pas comprendre ni appréhender. Donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est que le moteur, la seule information qu'il va pouvoir retirer de votre site internet, c'est le contenu. Il va être obligé de lire votre contenu, d'extraire le contenu et de le lire pour se dire je sais de quoi va parler cette page-là. C'est la seule chose pour laquelle il va pouvoir différencier deux pages. Alors, j'ai une question de Marie qui me dit: si j'ai deux produits qui sont similaires et qu'il y a un seul point différent, est-ce que c'est gênant que le contenu soit presque le même? Alors, sur le principe, il faut éviter au maximum, bien sûr, d'avoir un même contenu sur deux pages. Après, s'il y a deux contenus qui sont à peu près équivalents, effectivement, si vous avez deux produits similaires, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez garder une partie du contenu équivalent, mais de bien expliquer quelle va être la différence entre l'un et l'autre. Si vous en avez un, par exemple, si vous avez deux rétroprojecteurs qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, et un qui va être VGA et l'autre qui va être HDMI, vous pouvez vous créer un petit paragraphe sur chaque page produit, par exemple, qui va expliquer pourquoi le HDMI, à quoi ça sert, comment ça se branche, à quoi ça se branche, et la même chose pour le VGA, pour que le moteur de recherche et l'utilisateur comprennent bien la différence entre les deux. Souvent, effectivement, quand on arrive sur des produits, surtout sur des sites spécialisés qui ne vendent qu'une seule gamme de produits, voilà, si j'achète une trottinette, si je vais sur un site j'en sais rien, trottinette.fr, imaginons, je vais avoir 50 trottinettes, donc je vais avoir à chaque fois la même chose. Donc je vais effectivement pas forcément avoir à réexpliquer ce qu'est une trottinette à chaque fois, ça on est bien d'accord, mais par contre effectivement je vais être content de voir que cette trottinette là a un système qui va me permettre de pouvoir la tirer derrière moi, celle-là va être fournie avec une sangle, celle-ci a un frein au niveau de la poignée, celle-ci a un frein à l'arrière, voilà, il y a forcément effectivement des différences qu'on va pouvoir expliquer au fur et à mesure. Donc pour votre utilisateur, mais également pour le moteur. Le moteur va être très friand effectivement de contenu, mais aussi de champ lexical autour de votre contenu. C'est-à-dire que lui, effectivement, va déterminer la qualité d'une page en fonction de... Alors, je viens juste après sur votre question, Pierre-Édouard, sur la question des drapeaux. Le moteur va être friand, effectivement, de se dire, voilà, cette entreprise parle de référencement, mais les gens qui tapent référencement vont souvent associer d'autres recherches, d'autres types de recherches à cette requête référencement. Ça va être référencement naturel, référencement payant, référencement gratuit, logiciel référencement, SEO, et après on redécline logiciel SEO, agence SEO, SEO gratuit. Et si moi j'arrive sur mon contenu, donc sur une ou plusieurs pages produits, à avoir un champ lexical important, ça pourra montrer au moteur que je suis pertinent sur l'ensemble de ces requêtes-là, et donc pouvoir améliorer ma position sur plusieurs de ces mots-clés-là. Alors, la question de Pierre-Édouard: si je vends deux drapeaux français, un en 60 par 90 et l'autre en 80 par 120, il n'y a dans ce cas qu'une différence de taille. Alors, sur le principe, on est d'accord. Moi, ce que je ferais pour éviter effectivement d'avoir deux pages de contenu qui vont beaucoup se ressembler et qui vont se dupliquer, ce serait de n'avoir qu'une seule page de contenu avec un champ de sélection où l'utilisateur va pouvoir, sur une même page, sélectionner sa taille. Comme on va trouver sur les sites de chaussures, par exemple, le fait de pouvoir sélectionner une paire en 41, 42, 43, 44, mais il n'y a qu'une seule page, et l'utilisateur, au dernier moment, voilà, comme l'a indiqué Barbara, les variations pour sélectionner sa taille. Heureusement que les sites de chaussures n'ont pas 50 pages s'ils ont 50 tailles de chaussures. 50 tailles de chaussures, ça commence à faire beaucoup, mais vous avez compris le principe. Ensuite, j'ai une question de Sandrine. Si la seule différence entre deux produits est la couleur, même question, je vous conseille effectivement de faire des variations en fonction d'eux. Ce n'est pas possible car je vérifie les tarifs d'exercice non pris en compte par WeezyShop. Alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que vous voyiez directement avec votre support WeezyShop. Mais généralement effectivement sur beaucoup de types de sites c'est possible. Je pense qu'effectivement il doit y avoir la fonctionnalité sous WeezyShop. Je vous conseille de voir avec l'équipe technique
Moi, je vais vraiment me concentrer sur la création du contenu et effectivement éviter la duplication grâce à des champs de sélection. Ça, c'est toujours faisable. La balise canonique, j'y viendrai un peu après. N'hésitez pas à me reposer la question un peu plus tard dans la formation. Faut que j'avance un peu sur mes slides. J'ai pris un tout petit peu de retard. Donc, ensuite, là je vais vous présenter très rapidement, et je vais volontairement pas forcément rester longtemps dessus, les critères d'un bon contenu. Donc c'est-à-dire ce qu'il faudrait, tout ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir sur son site internet un bon contenu. Comme vous voyez, des critères, il y en a des dizaines. Je pourrais même, s'il est bien énervé, vous en citer des centaines. Au bout d'un moment, il faut pas forcément tout mettre en place à chaque fois. Effectivement, les quelques premiers qu'on va voir, c'est-à-dire la qualité d'écriture, pour avoir un texte effectivement bien rédigé avec des mots français, des syntaxes grammaticales correctes, des choses comme ça c'est une chose importante. La longueur du texte, évitez d'avoir des textes de 3, 4, 5 mots. Moi, j'appelle pas ça du contenu. Moi, un vrai contenu commence à 200 mots et va jusqu'à 400, 500 mots. Vous pouvez avoir plus, bien évidemment, mais quand je vais vous parler de pages de contenu ou créer du contenu, ça commence à 200 mots à peu près. La densité d'expressions clés, là, ça va être effectivement pour chaque page que je souhaite créer et que je souhaite placer, je vais avoir besoin dedans de mettre des expressions clés, c'est-à-dire chaque page va être le reflet d'une expression clé sur laquelle je souhaite me placer. Pour ça, on essaye de garder une densité d'environ 3 ou 4%, grand maximum, de densité d'expression clé sur la page. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre mot-clé principal revienne plus de 3 ou 4% du temps dans votre contenu. Ensuite, l'originalité du contenu. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que ne pas copier son contenu sur son propre site ou sur le site des autres. Donc là, effectivement, voilà, je reviens à la question de Pierre-Édouard. Si vous êtes dans l'impossibilité de recréer le contenu, si vous, par exemple, vous voulez citer des textes de loi, vous n'allez pas vous refaire votre propre interprétation ou votre propre réécriture d'un texte de loi. Auquel cas, vous serez obligé de le prendre sur un site officiel et auquel cas de ne pas pouvoir le réécrire. Auquel cas, à votre secours vient la balise canonique. Donc ça, c'est une balise en fait qui va expliquer au moteur, voilà, j'ai pris un contenu sur un site internet, je l'ai dupliqué, j'assume, mais par contre, je vais dans la balise canonique donner l'auteur original du texte pour effectivement bien dire que je ne suis pas le créateur original, je ne m'en approprie pas la propriété, mais voici l'auteur original du contenu. Donc ça, c'est la balise canonique. Vous pouvez également utiliser la balise canonique à l'intérieur de votre propre site. Donc là, effectivement, Pierre-Édouard, je pense que c'est ça qui peut vous intéresser. C'est si vous avez plusieurs pages avec des prix différents, vous pouvez dire, voilà, telle page, c'est la page principale de mon contenu, donc elle ne bouge pas. Et si je prends le contenu de cette page-là et que je le duplique sur d'autres, parce que je vais parler mon drapeau français en plusieurs tailles, sur ces autres pages, je vais rajouter une balise canonique en disant la page principale de mon contenu, la page originale, celle qui doit avoir tout le crédit, c'est cette page-là. Donc là, effectivement, je vais pouvoir mettre une balise canonique dans mon contenu à l'intérieur de mon propre site. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le côté technique, les balises canoniques. Voilà, mais j'avais une question là-dessus et je pense qu'elle est intéressante. Ensuite, au niveau des critères d'un bon contenu, après, je ne vais pas tous les détailler. Volontairement, parce que je préfère avoir plus de contenu qu'un contenu de meilleure qualité. C'est-à-dire que si vous devez passer une journée ou 2 jours ou 3 jours à créer du contenu pour votre site internet, je préfère que vous vous concentriez sur un bon texte assez long avec des expressions clés et originales, plutôt que vous embêter à bien le catégoriser, bien faire une intégration sociale qui soit près de la homepage. Ça, c'est vraiment des choses qui vont être secondaires. Donc concentrez-vous vraiment sur je crée un texte original d'au moins 300, 400, 500 mots et à partir de là, je vais pouvoir le mettre sur mon site internet. Je préfère avoir plus de contenu que du contenu d'excellente qualité, mais très peu.
Donc Martial, on met le canonique pour tout produit avec variante. Si c'est exactement le même produit et que vous avez juste une micro-différence comme la taille par exemple pour la question de Pierre-Édouard, vous pouvez effectivement mettre du canonique. Donc voilà un peu tous les critères. Dans tous les cas, effectivement, vous pourrez les retrouver dans le replay du webinaire sur WYSIWYSHOP. Vous pouvez effectivement mettre du canonique. Donc voilà un peu tous les critères. Dans tous les cas, effectivement, vous pourrez les retrouver dans le replay du webinaire sur WYSIWYSHOP.tv si vous voulez repasser un peu plus de temps dessus et les relire. Vous pourrez effectivement dans tous les cas. Ensuite, moi ce que je vais essayer de vous détailler ici, c'est une stratégie de contenu, c'est-à-dire comment créer rapidement, mais surtout de manière intéressante, assez de contenu pour son site internet. La paraphrase. Alors il y a pas mal de questions sur le contenu. C'est vrai que c'est une partie très intéressante. Hein. Moi je fais des formations, je peux passer une journée entière sur le contenu, c'est pas un problème. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de questions. La paraphrase, il faut éviter. Si c'est vraiment une grosse réécriture, vous pouvez le faire. Google ne peut pas vous empêcher de réécrire le contenu de quelqu'un d'autre. Parce qu'en l'occurrence, effectivement, si moi je vends des trottinettes et que mon concurrent vend des trottinettes, je ne vais pas réinventer la trottinette à chaque fois que je crée du contenu, on est bien d'accord. Donc il faut éviter la copie, il faut éviter la paraphrase. Si vous le réécrivez très bien, auquel cas ça devient un contenu original et vous pouvez effectivement vous le réapproprier sur votre site internet. Donc voilà, un plan de stratégie de contenu. Avant de créer son contenu, bien déterminer ses mots-clés. Effectivement, le but est toujours de se référencer sur les moteurs de recherche par rapport à une liste de mots-clés. Donc je vais établir ma liste de mots-clés et à partir de là, je vais pouvoir établir aussi mon champ sémantique, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si je veux me placer sur référencement naturel, je vais mettre dans un document tous les mots-clés qui s'y rapportent, de plus ou moins loin. Référencement naturel, référencement gratuit, référencement sur les moteurs de recherche, référencement machin, SEO gratuit, SEO moteur de recherche, SEO naturel, logiciel SEO. Voilà. Je vais mettre tous les mots-clés autour du champ sémantique, ça me permettra, lorsque je créerai mes contenus, de pouvoir les ajouter de temps en temps pour montrer à Google qu'effectivement je peux être pertinent sur l'ensemble des requêtes d'un même secteur. Ensuite, l'étude des contenus disponibles. Ça paraît bête à dire, mais avant de vous lancer dans la création de contenu pur et dur et de vous mettre devant Word et de taper jusqu'à plus soif, étudiez bien tous les contenus que vous avez. On a souvent tendance à oublier que du contenu, on en crée très régulièrement, que ça soit sur son catalogue, sur les explications de produits, sur des plaquettes, sur des choses comme ça. Vous créez du contenu régulièrement. Réutilisez ce contenu s'il n'est pas déjà en ligne. Vous pouvez tout à fait le remettre sur votre site internet. Vous aviez un ancien site, est-ce que vous avez bien repris toutes les pages? Vous aviez un blog que vous aviez lancé il y a 3 ans, est-ce que vous ne pouvez pas réutiliser le contenu qui depuis n'est plus utilisé là-dessus? Vraiment très important, moi j'ai des clients comme ça qui ont récupéré des pages et des pages entières de contenu juste en regardant ce qu'ils avaient déjà créé auparavant. J'ai un catalogue. À l'intérieur de mon catalogue, j'ai fait des descriptions de produits. J'ai décrit tous mes produits un par un. Ces descriptions ne sont pas en ligne, parce qu'elles sont uniquement sur mon catalogue papier. Je vais peut-être pouvoir les réutiliser et les remettre sur mon site internet pour ne pas avoir à créer les contenus et les remettre directement sur mes pages produits. En parlant de ça, effectivement, si vous avez un contenu qui pourrait être repris, soit que vous reprenez vous-même, soit qui pourrait être repris, je pense généralement aux fournisseurs d'industrie, qui eux donnent un catalogue et le contenu est repris sur tous les autres sites internet. Ce que je vous conseille, c'est un peu fastidieux, mais c'est peut-être de réécrire, ou en tout cas de reformuler, ou en tout cas d'accompagner le texte avec un contenu que vous aurez créé vous-même, pour ne pas être le millième site qui a copié cette description-là du produit. Et si vous êtes vous-même fournisseur, et que vos revendeurs utilisent tous votre contenu, vous pouvez créer un contenu spécial revendeur que eux copieront sur leur site internet indépendamment, mais après ça ne vous concerne plus, et sur votre propre site internet vous avez votre contenu
personnalisé que personne n'a le droit de copier. Ça, il est possible. Reformuler, paraphraser, réécrire, effectivement, vous pouvez. Mais il faut que ça soit bien fait. Il ne s'agit pas juste de changer l'ordre de 2 phrases ou de changer 3 mots. Moi, je préfère vraiment le terme réécriture, c'est-à-dire je prends le paragraphe en entier, je vois comment il est construit et je vois ce qu'il raconte, et à partir de là, je vais moi-même réécrire ma propre histoire par-dessus. Donc les contenus disponibles, effectivement, ne pas oublier, parce que vous créez régulièrement du contenu comme ça. Une fois que vous avez récupéré tout votre contenu, vous allez donc créer le contenu manquant. Si j'ai 10 mots-clés, je vais m'assurer d'avoir au moins 10 pages de contenu, et à partir de là, donc je vais regarder ce que j'ai pu récupérer sur mes contenus précédents, et maintenant je vais m'atteler à la création du contenu manquant. Ce que je vous conseille pour la création du contenu manquant, si vous êtes sur un e-commerce, de base il y a la description du produit ou du service. Ça c'est quelque chose qui est obligatoire, avec les caractéristiques techniques. Il manque un S à caractéristiques, j'en suis bien conscient, je viens de le voir. Donc voilà, les caractéristiques d'un produit. Mais après, il y a aussi plein de façons de créer du contenu, que ça soit sur une page produit, sur un blog, sur une partie information du site internet, sous forme de how-to, c'est-à-dire un tutoriel, sous forme de checklist. Vous pouvez faire un billet comique sur un blog, vous pouvez expliquer quel est l'intérêt du produit, vous pouvez faire des tests comparatifs entre vos produits ou entre votre produit et celui d'un concurrent. Si c'est quelque chose qui reste objectif par rapport à la taille ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait effectivement faire un billet sur le comparatif entre votre iPhone, l'iPhone que vous vendez, et le Samsung Galaxy que votre concurrent vend. Comique, oui, c'est volontaire, on peut faire des articles effectivement comiques sur ce qu'il s'est passé dernièrement dans le métier, on peut essayer de faire un petit buzz. Le but n'est pas effectivement que les gens se roulent par terre à chaque fois qu'ils lisent votre article, mais on peut effectivement sur certains secteurs d'activité essayer de trouver une façon comique de présenter, enfin comique, drôle ou en tout cas ludique, de présenter un produit, une offre, quelque chose comme ça, ou partir peut-être carrément dans la dérision. Nous on sait, on croise beaucoup de gens dans le SEO et on a quelqu'un qui a fait un article dernièrement sur une crème spéciale référencement à appliquer sur son site internet, et son site internet devient tout beau aux yeux de Google et se place très bien. Donc voilà, c'est de la dérision, mais il a quand même réussi à créer un article de 500 mots sur une crème magique référencement qui enlève les rides de votre site internet et qui le fait bien se placer. Donc entre nous, ça nous fait rigoler, on va le partager et ne pas négliger effectivement l'importance du partage et des retweets et de choses comme ça. Voilà, partant d'un article comique. Il ne s'agit pas d'en faire tout le temps, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Donc voilà, essayez de varier, même pour vous-même ou pour la personne qui va faire la rédaction, le type de contenu. Ça vous permettra de créer plus facilement et surtout de créer toutes les variantes possibles et surtout de répondre à un maximum de questions. Au niveau de la création des contenus, moi je préfère, comme je vous ai dit, un contenu frais mais surtout régulier. C'est-à-dire qu'il va revenir régulièrement, et je préfère avoir un article toutes les semaines plutôt que 50 articles et plus rien pendant 6 mois. Ça permet au moteur de recherche de se dire le contenu est mis à jour régulièrement, le site est mis à jour régulièrement. Ensuite, un contenu original. On ne duplique pas son contenu et surtout on ne duplique pas le contenu de quelqu'un d'autre. Ensuite, un contenu pertinent. Ça, c'est au niveau de vos utilisateurs. Si vous avez créé un contenu de 500, 600, 700 mots et que les gens restent en moyenne 15 secondes sur votre page, ça veut dire, au niveau des moteurs de recherche, que le contenu n'est pas pertinent, le contenu n'est pas intéressant. Et ça, le temps que vont passer les utilisateurs sur votre site internet est comptabilisé effectivement dans la qualité de ce dernier. Une expression clé par page, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois que vous avez déterminé vos expressions clés, vous allez en créer une par page, en tout cas une expression clé principale. Au-delà de 400 mots par page, si vous voulez un contenu stable. Si vous faites moins, c'est pas très grave, mais il faudra peut-être revenir sur ce contenu et rajouter du contenu, un autre paragraphe ou 2-3 paragraphes sur une page que vous avez déjà créée. Ensuite, le ratio texte-code au-dessus de 15%.
Le but étant de se dire, si j'ai une page avec beaucoup de code, mais très peu de contenu, le moteur va lire le code, il va lire mon contenu, et il va se dire, le site a été fait spécialement pour coder, il ne donne aucune information à l'utilisateur. Si j'arrive à passer au-delà de 15% de texte par rapport à tout le code de la page, ça donne un indicateur au moteur de recherche qui va se dire, ok, il n'a pas passé son temps qu'à faire du code pour son site internet, il a aussi pris le temps d'informer ses utilisateurs. Alors si vous n'êtes pas à 15%, c'est pas très grave, mais essayez d'être au moins au-delà de 10%, ce sera déjà une bonne information. Et donc comme je vous expliquais tout à l'heure, une densité inférieure à 4% pour une même expression clé. Si mon expression clé principale c'est référencement naturel, je vais m'assurer que référencement naturel ne soit pas en termes de densité au-delà de 4% de mon contenu. Premièrement, ça risque de devenir illisible pour mes utilisateurs, et deuxièmement, les moteurs vont savoir que j'ai cherché un peu à forcer le trait sur cette expression-là, donc auquel cas, ça risque, l'ensemble de ces points-là risque à terme de fâcher les moteurs de recherche, et auquel cas, ils vont vous envoyer un petit panda. Le panda, c'est quoi? Le panda, c'est une mise à jour de l'algorithme de Google qu'ils ont fait il y a 2-3 ans maintenant, qui va pénaliser les mauvais contenus. Donc si vous avez du contenu qui n'est pas original, c'est-à-dire que vous avez dupliqué à gauche à droite, que les gens ne passent pas trop de temps à lire ou que vous manquez de contenu, vous risquez effectivement d'avoir des problèmes à positionner votre site internet, à positionner votre page, à cause effectivement d'une pénalité panda. Donc ça, la pénalité panda, c'est quelque chose qui est qui peut faire très peur. Si vous avez vous-même créé votre contenu, que vous en mettez à jour régulièrement et que vous ne l'avez pas dupliqué et qui respecte plus ou moins effectivement les informations que je viens de vous donner ici, vous n'aurez strictement aucun risque avec Google Panda. Google Panda pénalise vraiment j'ai trop peu de contenu, je duplique mon contenu ou mon contenu est trop optimisé. C'est vraiment les 3 grands points qu'il faut éviter si vous voulez bien positionner une page internet. Et dernière chose, si vous voulez créer du contenu, donnez envie de lire votre article. Rajouter des images, rajouter des vidéos, rajouter des infographies, des tableaux. C'est toujours plus sympa de lire un article qui a été bien présenté avec une image à gauche, une image à droite, un petit tableau, une infographie, plutôt qu'un bloc de texte. Même sur une page produit, hein, même sur regardez les pages produits d'Amazon. Je sais que plein de gens n'aiment pas Amazon parce que effectivement ils bouffent le travail de beaucoup d'entreprises, mais au niveau de l'ergonomie, ils sont vraiment très au top. Donc regardez, effectivement, il n'y a aucun pavé de contenu, même si c'est l'entreprise qui le fait, ils sont à chaque fois séparés, il y a des images, il y a d'autres produits, il y a pas mal de choses. Il y a des photos si l'utilisateur a décidé d'en mettre. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre de la présentation du contenu d'Amazon. Donc donnez vraiment envie de lire votre article. Les gens passeront plus de temps et ça peut effectivement en décourager certains si votre contenu n'est pas assez intéressant. Et 2, si votre contenu est trop brutal et trop lourd, effectivement les gens ne le liront pas et les moteurs de recherche le verront. Au niveau de l'insertion du contenu, donc là on s'est attelé à la partie création du contenu. Au niveau de l'insertion, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir une URL qui va parler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir page.php langfr 49 id 127 /peluche /girafe, c'est tout de suite beaucoup plus sympa au niveau de vos utilisateurs. Ça, au niveau de la réécriture d'URL, je vous conseille de toujours le faire. Au niveau du balisage, donc le balisage, c'est le fait de faire que son contenu soit bien compris au niveau du moteur. C'est-à-dire que, comme tout article de journal, lorsque je vais créer du contenu pour mon site internet, je vais avoir forcément un titre, un grand titre. Donc ce grand titre, ou la une du journal tel qu'on pourrait la voir, c'est le titre principal de la page qu'on voit ici en H1. Ensuite, je vais avoir des sous-titres. Les sous-titres, toujours à mettre dans un H2. Parce que voilà, j'ai plusieurs sous-titres à l'intérieur. Si je veux aller plus loin dans le découpage, je vais avoir peut-être des titres de paragraphes que je vais mettre dans une partie H3. Et je vais comme ça pouvoir décliner jusqu'à H4, H5, H6 la création de mon contenu. Ça sert principalement au moteur de recherche qui lui va pouvoir mieux séparer votre texte et pas voir que vous avez créé un bloc de texte que vous n'avez pas mis en forme. Il va se dire, tiens, ça c'est le titre principal de la page, donc
il doit contenir des expressions importantes. Voilà une grande partie, voilà une sous-partie, et à l'intérieur, donc je vais pouvoir créer mes paragraphes et mes contenus. Très important, comme vous le feriez pour un journal, une seule balise H1 par page. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir plusieurs grands titres pour une même news de journal. Donc sur votre site, ça va fonctionner exactement de la même façon. J'ai une seule balise H1 par page. Au niveau de la mise en ligne, donc très important, ne mettez pas tout votre contenu en ligne une fois sur votre site. Si vous avez créé 50 articles, je préfère en mettre un par semaine sur 50 semaines, au moins en plus ça vous tiendra l'année, plutôt que tout mettre en une fois. Premièrement, les moteurs risquent de mal l'indexer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à tout prendre d'un seul coup, et ils vont passer trop de temps sur ce nouveau contenu, parce que les moteurs de recherche adorent le nouveau contenu. Ils vont passer trop de temps sur ce nouveau contenu, et ils vont plus voir vos anciennes pages. Donc vos anciennes pages, même les pages de votre site, risquent d'être moins bien vues et moins bien prises en compte. Donc si vous lui donnez une page par semaine, ou une page toutes les 2 semaines, le but c'est vraiment de lui donner un rythme régulier. Après, il n'y a pas forcément de rythme précis, vous pouvez faire un contenu par semaine, un contenu par mois, un contenu tous les 15 jours, un contenu par jour, même si ça vous intéresse et si vous avez le temps. Le but étant vraiment d'être régulier pour que le moteur s'habitue à ce rythme et revienne régulièrement et ne soit pas gavé du contenu que vous lui aurez donné. Alors Pierre-Edouard, un exemple concret avec c'est possible avec des screenshots, malheureusement j'aurai pas le temps dans le webinar de vous présenter des exemples concrets avec des screenshots. C'est quelque chose qui prend un peu de temps, je suis déjà limite dans mon temps, donc malheureusement je pourrais pas être plus en détail. Ensuite, une fois que j'ai mis en ligne mon contenu, donc le moteur va passer naturellement. Maintenant, je vais pouvoir effectivement protéger mon contenu pour ne pas que d'autres personnes viennent voler mon contenu. Donc pour ça, moi j'utilise 3 outils. Positeo, qui va aller vérifier la duplication de contenu, Copyscape, qui est également un outil de vérification de contenu, et ensuite le 3e qui va lister d'autres outils de vérification du contenu pour m'assurer que le contenu que j'ai créé n'a pas été dupliqué, parce que si moi j'ai créé un contenu et que mon concurrent vient me le voler, si Google a un doute sur qui a créé le contenu en premier, je risque peut-être d'avoir des problèmes. Donc comme ça, en vérifiant ce contenu-là, en vérifiant que mon contenu n'a pas été dupliqué, je vais pouvoir effectivement m'assurer. Si mon contenu a été dupliqué, plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit je réécris le contenu. Alors si quelqu'un me l'a volé, c'est pas très sympa de moi réécrire le contenu, mais je peux le faire aussi. Soit effectivement je peux lui demander de lui faire changer le contenu en lui disant j'ai vu que vous aviez copié mon contenu, merci de le changer. S'ils ne veulent pas, il y a toujours effectivement la possibilité de contacter un avocat ou en tout cas de lui faire un peu peur en expliquant que le contenu que vous avez créé fait partie du code de la propriété intellectuelle, donc que tout le contenu de votre site internet vous appartient et donc le texte également. Ou si effectivement il ne veut rien savoir, il y a une procédure sur Google directement pour dire à Google, moi j'ai créé du contenu, un utilisateur, en tout cas un autre site est venu et m'a copié ce contenu, donc j'aimerais bien effectivement faire retirer le contenu qui a été dupliqué, qui ne respecte pas les conditions de propriété intellectuelle. Alors, j'ai une question de Toff qui me dit, j'ouvre ma boutique, si j'ai 1000 références, donc 1000 pages, suis-je bien obligé de l'ouvrir en une seule fois, donc Google. Oui, bien sûr, si vous ouvrez votre site, moi je parle effectivement dans le cas d'un site qui est déjà ouvert. Un site qui a déjà 500 pages par exemple, et qui veut en rajouter 500 nouvelles. Si je rajoute tout d'un coup, les moteurs vont se précipiter sur mon nouveau contenu, ils vont peut-être mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à le parcourir complètement. Donc ça veut dire que pendant 3 semaines, les moteurs ne retourneront pas sur mes anciennes pages, et auquel cas ils risquent de descendre un peu, parce que si elles ne sont pas crawlées régulièrement, les pages descendent dans les moteurs de recherche. Donc c'est pour ça qu'il est important, une fois que votre site est lancé, de trouver un équilibre entre je souhaite que le moteur aille sur mes anciennes pages et je souhaite que le moteur découvre mes nouvelles pages. Bien sûr que si vous ouvrez votre boutique, de toute façon, vous ne pouvez pas descendre dans le moteur, parce qu'actuellement vous n'existez pas en termes de positionnement, donc donnez-lui tout d'un coup. Par contre, donnez-lui bien un sitemap, c'est-à-dire un plan de votre site internet,
pour qu'il aille voir en priorité les pages qui vous sont pour vous les plus importantes. Page d'accueil, page de catégorie, page de sous-catégorie, et après qu'il lui découvre les pages produits. Et après, vous pouvez également peut-être lui dire « je ne souhaite pas que tu ailles sur certaines pages ». Donc voilà. On peut toujours rafraîchir le contenu des anciennes pages, il faut rafraîchir le contenu des anciennes pages. Quand je vous dis, moi, rajouter du contenu, c'est pas forcément créer une nouvelle page à chaque fois. Vous pouvez, sur une ancienne page, créer et rafraîchir du contenu. Il y a quelque chose qui marche extrêmement bien pour ça, c'est la mise en place des systèmes de commentaires. Le commentaire, ça permet à vos utilisateurs de poser une question sur un de vos produits, donc ça rajoute du contenu pour l'utilisateur et pour le moteur sur une page, donc ça rafraîchit le contenu, et quand vous allez répondre, vous allez pouvoir vous-même créer du contenu. On a comme ça, moi j'ai un blog d'avocat qui, à la création de son blog, a mis en place les commentaires, il a créé un contenu de 500 mots, et depuis, il a sur son site internet presque 3000 mots sur une des pages, juste en répondant aux commentaires, aux questions des utilisateurs. C'est un peu fastidieux, on est d'accord, mais ça permet de répondre à des vrais utilisateurs, des vraies questions. Et alors, j'arrive, il y a plein de questions sur combien de temps on met pour apparaître sur Google, je suis juste après. Je termine juste sur mon blog d'avocat, effectivement, donc ça lui a permis d'apparaître très bien, parce que maintenant il a beaucoup de contenu sur ces pages. Et ça pourrait effectivement marcher aussi sur les avis produits d'une boutique. Pour répondre à la question de Martial, ça marche aussi très bien avec les avis produits d'une boutique. Premièrement, ça rassure vos utilisateurs, parce que si sur un produit j'ai 50 utilisateurs qui disent ça marche vachement bien, je suis très content de ce produit-là, moi ça me rassure. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré quand j'achète un produit en ligne, donc je vais toujours aller voir les avis. S'ils sont directement sur le site, je suis très content. Et deuxièmement, pour le moteur, ça va permettre de se dire effectivement, il y a du contenu, il est mis à jour, il répond en plus à la question de ses utilisateurs, parce que voir un système de commentaires, c'est toujours très bien. Donc je serai plus à même de mettre en avant cette page-là qui répond à ses utilisateurs et qui est mise à jour régulièrement, plutôt que la page de son concurrent, qui elle n'a pas été mise à jour depuis 2 ans, qui ne répond pas à ses utilisateurs. Pour moi, vu qu'elle n'a pas été mise à jour depuis 2 ans, je ne sais pas si la page est morte ou pas. Le moteur de recherche va se servir également de cette information-là pour savoir si votre site vit. Si votre site a des produits, de nouveaux produits, de nouvelles pages, du contenu, des commentaires et des choses comme ça, et que le site d'à côté ne bouge pas et exactement le même depuis 3 ans, il y a un site qui est mort et il y a un site qui vit. Donc ça, pour les moteurs, c'est quelque chose qui est très fort comme indicateur. Pour être référencé naturellement sur Google, alors, pour être référencé, c'est quelque chose qui est très rapide. Du moment où vous avez un lien qui va pointer depuis un site internet vers le vôtre, vous serez référencé. Ça, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Donc Google va connaître votre site internet très rapidement. Même des fois, sans faire de lien, il le découvre lui-même naturellement. Par contre, après, pour être positionné, ça c'est autre chose. Il faut que vous ayez un bon contenu, c'est le thème d'aujourd'hui. Il faut que vous ayez une architecture qui soit solide. Ça, effectivement, vous avez la solution WYSIWYSHOP pour ça. Et la troisième chose, c'est qu'il faut créer un peu de lien de popularité pour montrer au moteur de recherche que votre site est intéressant et va plus loin, effectivement, que le simple site d'à côté qui, lui, n'a pas bougé depuis 3 ans. Donc les résultats, une fois qu'on commence une prestation de référencement naturel, on a des tout premiers résultats, mais vraiment, on sent que ça bouge dans les 15 premiers jours. Ça commence à être vraiment intéressant au bout de 3-4 mois, et après, voilà, au bout de 6 mois, c'est de plus en plus intéressant jusqu'à la fin de l'année. Parce que si on fait des prestations de 12 mois, nous, en tout cas chez SEO.fr, on fait des prestations de 12 mois, ça commence à être vraiment très intéressant. À la fin de l'année, au bout de 6 mois, généralement, on a fait le gros du travail. Alors, une question de Marie, est-ce que vous pouvez nous parler des liens? Pas maintenant, pas aujourd'hui. S'il y a de la demande, je ferai peut-être un webinaire là-dessus. Mais effectivement, ça fait l'objet d'un webinaire. Moi, c'est quelque chose que moi, comme je vous l'ai dit, je fais des formations. La formation en référencement naturel dure 3 jours. Il y a une journée juste sur l'architecture, une journée juste sur le contenu et une journée entière juste sur les liens. Donc vous imaginez bien que là, malheureusement, il me reste 5 minutes, je ne vais pas pouvoir vous faire le truc. Mais
faites la demande à Barbara pour pour arriver, effectivement, je pourrais faire un webinaire sur les liens sans problème. Laurent, ça fait 10 jours que votre site est créé, l'URL n'apparaît pas sur Google, c'est normal. Essayez de taper site de points. Je suis en train de vous taper Voilà. Essayez de taper ça sur Google directement, en remplaçant bien sûr votre domaine par votre site internet, et vous verrez si Google connaît au moins votre site internet. Qu'il ne soit pas placé sur votre nom ou qu'il ne soit pas placé sur des mots-clés, pour l'instant, effectivement, si votre site démarre, c'est normal. Par contre, il faut déjà savoir si le moteur connaît votre site internet. Donc tapez site S-I-T-E sans espace, sans rien, et après vous tapez votre domaine. Vous pouvez tous le faire, et vous verrez combien de pages Google connaît de votre site internet. Donc si actuellement il vous dit 5, c'est déjà qu'il connaît votre site internet, qu'il va dessus, qu'il passe dessus, et qu'au fur et à mesure, il va connaître de plus en plus de pages. Donc je termine juste sur le support, et ensuite, voilà, dernière chose, faire vivre son contenu. Donc ne jamais sous-estimer les partages sociaux, le guest blogging, c'est-à-dire demander à des gens de venir sur notre blog, ou nous-mêmes d'aller poster sur d'autres blogs pour faire de la pub pour notre site, parler de notre article sur des forums, proposer un teaser du prochain article. Voilà, le but est vraiment de faire vivre notre contenu en rajoutant des choses, en le partageant. Nous, on a fait sur le blog de SEO.fr, on a fait un article dernièrement sur une arnaque qu'on a découvert pour Google AdWords. C'est-à-dire des entreprises qui se font passer pour Google et qui vont arnaquer certaines professions en leur demandant des sommes d'argent pharaoniques en échange de services ou quoi que ce soit. Ça, c'est un article qui a fait un gros buzz, qu'on a partagé vendredi. Et il a été retweeté, voilà. Donc ça, c'est vrai que pour les moteurs de recherche, se dire quand il y a quelque chose qui est posté sur ce blog-là, il est partagé et c'est très intéressant, c'est également un très bon indicateur. Donc voilà, faire vivre votre contenu, c'est pas juste je poste quelque chose sur mon site internet, ça peut être également je le poste, j'en fais la publicité ou quoi que ce soit. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées, j'ai pas eu le temps de les voir. On ne duplique pas le contenu, mais comment on fait quand on a un article en rouge, en vert, en bleu? Alors ça, il y a déjà une question là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est de n'avoir qu'une seule page pour un même produit, si vous avez plusieurs déclinaisons d'un produit en rouge, en bleu, en vert, avec juste un champ de sélection. Je sais que, voilà, Barbara a répondu à votre question. Avec l'outil variation, ça vous permet, comme vous auriez sur un site de chaussures, la possibilité de choisir la taille de votre chaussure. Si vous deviez avoir une page pour le 41, une page pour le 42, une page pour le 43, ce serait infernal. Vous avez une seule page et vous n'avez juste qu'à choisir le même, la bonne taille. Donc voilà, bien juste une dernière chose, donc faire vivre votre contenu, toujours très intéressant de faire venir les utilisateurs, de les faire rester, et également effectivement d'en faire venir de nouveau via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Très bien Laurent. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le moteur passe de plus en plus sur votre site. Si vous le refaites toutes les semaines, vous allez voir, vous allez passer à 6, 10, 15, 20 pages. Voilà, ça c'est uniquement le fait que votre page soit connue du moteur. C'est absolument pas, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que votre page soit bien passée sur que soit bien positionnée sur des expressions clés. Je vais y arriver. Est-ce qu'il est possible d'avoir le slider? Dans tous les cas, vous aurez le replay de la vidéo sur wizzyshop.tv. Moi j'ai terminé au niveau de mon slider, je suis conscient d'être passé un peu rapidement, mais je sais comme je vous l'ai dit que vous avez le replay sur wizzyshop.tv, donc n'hésitez pas à aller le revoir autant de fois que vous voulez, hein, de toute façon c'est gratuit. Si vous avez des questions, de toute façon, moi je reste à votre disposition, hein, par l'intermédiaire de Barbara ou de Stella, que vous aurez peut-être l'occasion de connaître chez SEO.fr. Je peux effectivement répondre à des questions ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, peut-être une formation ou des choses comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas, hein, SEO.fr est partenaire de WizzyShop, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir Barbara sur ces infos-là. Si vous avez des questions, moi je suis encore disponible un peu sur le webinar. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention, pour ceux qui doivent nous quitter.
Peut-être à bientôt, peut-être à un prochain webinar sur soit les liens, je verrai si c'est effectivement une demande, et puis sinon, bah écoutez, une prochaine peut-être sur autre chose. Alors, je continue à répondre aux questions. Reprendre le même article sur le site et sur Facebook. Oui, très très bien. De toute façon, sur Facebook, vous n'allez pas poster votre article entier, vous allez juste poster un lien vers votre article en disant nous avons posté quelque chose sur notre blog ou sur notre site internet, sur notre boutique en ligne par exemple. Donc ça, oui, effectivement, vous pouvez, dans tous les cas, il est intéressant de faire le lien sur Facebook, vous le postez sur Twitter, vous essayez d'être retweeté. J'ai vu votre question, Laurent, j'y reviens juste après. Donc voilà, c'est toujours bien, effectivement, d'être retweeté, de partager sur Google ou quoi que ce soit. Alors, Laurent, pourquoi est-ce que le nombre de pages baisse dans Google? Si votre nombre de pages baisse au fur et à mesure, ça veut dire que Google ne prend plus en compte, ou en tout cas n'indexe plus certaines pages. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Google passe sur votre site internet, il indexe des pages, il va vous les montrer quand vous tapez la commande que je vous ai donnée tout à l'heure, site de points, et des fois il va désindexer des pages, parce qu'elles ne sont pas très intéressantes, par exemple, je pense notamment à des pages de recherche. Quand vous faites une recherche sur votre site internet, si vous avez un module de recherche, la page de destination de ce formulaire de recherche, c'est une page finalement qui va lister vos produits dans un certain ordre, en fonction de certains critères, en fonction d'un mot-clé que vous avez tapé dans le moteur de recherche interne de votre site. Ça, c'est pas une page qui est intéressante pour les utilisateurs. Il y a très très peu de chances que quelqu'un ait envie de faire cette recherche à nouveau. Google préférera l'envoyer directement sur la page catégorie ou sur une page produit. Donc Google peut choisir de désindexer certaines pages si elles ne lui paraissent pas vraiment pertinentes au niveau de son algorithme. Ce qui n'empêche pas que vous pourriez retravailler, si c'est pas une page de recherche, que c'est une page vraiment que vous souhaitiez mettre en place, qui n'a pas été travaillée au départ, vous pouvez la retravailler et éventuellement la faire réindexer. 300 pages d'écart, c'est pas forcément énorme, ça dépend de votre site. Si votre site fait 301 pages, oui, ça fait beaucoup. Si imaginez un site comme Amazon qui fait que je dise pas de bêtises, la dernière fois que j'ai regardé, il faisait 60 millions de pages. 300 pages d'écart, c'est une blague. Donc il faut vraiment regarder quelles sont les pages qui ont été désindexées. Et regarder à partir de là si ce sont des pages intéressantes ou pas. Si ce sont des pages intéressantes, il y a peut-être quelque chose de plus grave, entre guillemets, qui empêche le moteur d'aller sur ces pages-là. Ou peut-être tout simplement une balise noindex qui a été mise et qui empêche le moteur d'indexer ces pages-là. Je peux pas vous faire le diagnostic là tout de suite, malheureusement. Mais effectivement, regardez les pages qui sont désindexées d'une fois sur l'autre, ça vous donnera une indication là-dessus. Pierre-Edouard me demande des mots-clés dans la fiche de produit WYSIWYSHOP, des conseils. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer au maximum d'avoir le champ lexical autour de votre produit, autour de votre fiche produit, pour montrer, voilà, j'ai un vidéoprojecteur, mais je ne vais pas uniquement m'arrêter à vidéoprojecteur. Je vais peut-être essayer, dans un contenu un peu plus long, de décrire un vidéoprojecteur, un projecteur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, tous les termes synonymes, les termes connexes, projection sur écran, et choses comme ça, pour essayer de montrer au moteur de recherche que je suis pertinent sur non seulement vidéoprojecteur, mais que je vais également pouvoir couvrir tous les toutes les autres questions que pourraient que pourraient se poser les utilisateurs. Je prends l'exemple, moi j'ai un client qui vendait des TPE, terminal de paiement électronique. Lui me disait, je ne mettrai que un terminal de paiement électronique dans mes contenus. Le problème, c'est que ces utilisateurs n'utilisent pas forcément terminal de paiement électronique, mais ils vont utiliser machine à carte bleue. C'est un terme barbare pour lui, mais c'est ce que vont utiliser ces utilisateurs. Donc on a essayé de rajouter un peu machine à carte bleue de temps en temps sur son site internet pour montrer au moteur de recherche que, voilà, également, machine à carte bleue, ça fait partie des termes que je peux suivre ou sur lesquels je pourrais être pertinent. Laurent, est-ce qu'il y a des outils capables d'analyser le référencement naturel ?
En une fois, c'est un peu délicat parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez analyser un peu votre référencement naturel, c'est de contacter Stella de chez SEO.fr qui pourra vous aider, vous faire un audit. On fait des audits gratuits de référencement naturel, sans engagement, sans rien, et qui pourra effectivement vous faire un peu le topo de votre site internet, ce qu'il y aurait à travailler si jamais on veut le travailler ensemble. Pierre-Edouard, dans le bas de la fiche produit, on vous demande de mettre des mots-clés. Ah, ça ce sera les tags. Là, c'est... Comment dire? Je vais y arriver. Les tags qu'on vous demande de mettre en bas de la fiche produit, ça va surtout concerner effectivement le produit en lui-même. Là, vous pouvez mettre des mots-clés, n'en mettez pas 5000. Essayez vraiment d'être concis par rapport à votre produit. Si vous vendez des drapeaux français, vous mettez drapeau, vous mettez France, vous mettez éventuellement drapeau français. Mais voilà, là on ne va pas forcément chercher à tout mettre, c'est juste pour faire quelques tags. Donc pour bien dire de quoi va parler le produit, mais là on ne fait pas forcément de champ lexical à cet endroit-là. Donc c'est valable pour tous, hein, pour tous ceux qui veulent un audit gratuit de référencement. Je vous invite à contacter Stella sur la page de SEO.fr sur le site WheezyShop. Qui pourra vous renseigner. Pour répondre à votre question, Laurent, bon, si les tags sont souvent les mêmes, c'est pas très grave. Encore une fois, vous êtes trottinette.fr et vous vendez que des trottinettes. On se doute bien que vous n'allez pas réinventer le terme trottinette à chaque fois. Donc vous pouvez effectivement avoir des tags si vos produits, si vous ne vendez que des drapeaux et de temps en temps vous vendez des fanions, quand c'est des drapeaux vous mettez drapeaux, quand c'est des fanions vous mettez fanions. Pour moi c'est pas du contenu, c'est des tags qui vont permettre de savoir exactement de quoi va parler le produit. Et si je clique sur ce produit justement, enfin sur ce tag, si je clique sur drapeau en bas, je veux arriver sur une page qui m'amène sur tous les autres drapeaux que vous faites. Si je clique sur France, je veux arriver sur tous les autres produits qui ont un tag France. Donc par exemple le fanion également. Donc là c'est comme ça que fonctionnent les tags. Donc c'est pas grave si les tags sont souvent les mêmes. Il faut que vous gardiez même une certaine nomenclature par rapport à ça, en fonction de ce que vont chercher les utilisateurs. Si on a des questions, n'hésitez pas. Moi je suis encore là, on va dire jusqu'à 11h. Faut-il intégrer les mots-clés au singulier, au pluriel? Oui, vous pouvez. C'est pas forcément c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser de temps en temps le singulier, de temps en temps le pluriel. On peut se poser la question également au niveau des fautes d'orthographe. Vous pouvez de temps en temps, une fois sur 100, le mettre une fois avec une faute d'orthographe, histoire de dire. Mais concentrez-vous vraiment sur une bonne syntaxe, sur un bon contenu, et le singulier et le pluriel se réglera tout seul. Créer des articles sur le site dans les pages produits. Marie, est-ce que vous pouvez repréciser votre question? J'ai peur de mal la comprendre. En attendant, je vais traiter l'autre question. Connaissez-vous un outil pour calculer la densité de mots-clés sur une page? Il n'y a pas forcément d'outils, enfin il n'y a pas un outil, il y en a plusieurs. Moi j'utilise SEO Quick, pas SEO Quick, j'utilise ah, il me revient pas. Dans tous les cas, je suis désolé, c'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais je vous invite à chercher sur Google densité mots-clés texte, un ensemble de mots-clés comme ça. Je crois qu'il y a, même sur le site de WebRank Info, je crois qu'il y a quelque chose qui va calculer la densité. C'est vraiment pas compliqué d'en trouver, il y en a plein. Vous tapez densité texte, densité mots-clés texte, vous devrez trouver quelque chose qui est pertinent. Si le nombre revient entre temps, je vous le donnerai. Est-ce qu'il vaut mieux alimenter un blog à côté ou bien écrire des articles dans les pages produits elles-mêmes? Alors, ça va surtout dépendre du temps que vous avez à y consacrer. Si vous avez la possibilité de faire les deux, faites les deux. Si vous n'avez qu'un seul, on va dire qu'un seul temps à consacrer, vous pouvez peut-être faire un de chaque.
C'est-à-dire, si vous avez prévu de faire un article par semaine, vous pouvez peut-être faire un article tous les 15 jours sur votre blog, et tous les autres 15 jours, vous améliorez une page de votre site qui est déjà une page produit ou qui est déjà intéressante, qui est déjà en ligne. Je vais essayer de vous retrouver le... Voilà, pour des news, je vous donne un des outils, effectivement, c'est voilà, qui vous permet de calculer la densité d'un mot-clé. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, donc il n'y a pas de... qui vous dira exactement ce qu'il en est. Si personne d'autre n'a de questions, je crois qu'on a terminé. Dans tous les cas, effectivement, merci à tous de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à recontacter soit Barbara, soit effectivement Stella par l'intermédiaire du site WheezyShop dans la page SEO.fr. Je vous dis tous à bientôt, peut-être pour un autre webinar.